Tu sais, à mon âge, on croit avoir vu tous les rebondissements de la vie. J'avais tort. Tout a basculé dans mon monde le lendemain des funérailles de mon fils Brian. Le soleil était froid sur Dallas ce matin-là, mais le plus glaçant, ce furent les mots de ma belle-fille, Rachel. Elle avait toujours été vive, mais ce jour-là, elle m'a transpercé. À la lecture du testament, Rachel s'est penchée et a chuchoté « N'attends pas un centime de la succession de Brian. Tu n'auras rien. Je te le promets. » Mais l'avocat de la famille, Tom Barker, un homme de confiance en qui Brian avait eu confiance pendant des années, sourit simplement et dit « Il reste une clause, en fait. La plus importante. » C'est alors que le visage de Rachel passa de la suffisance à une pâleur fantomatique. Elle vacillait sur sa chaise comme si on lui avait arraché le sol sous les pieds. Mais je m'avance trop vite. Plus tôt cette semaine-là, je me tenais devant la tombe de Brian à Oakwood Memorial, les mains tremblantes, essayant d'empêcher le programme des obsèques de se déchirer. Rachel se tenait à quelques mètres de moi, déjà occupée à consulter son téléphone, sans une larme au visage. Elle parla assez fort pour que tout le monde l'entende. « Enfin, je peux recommencer à vivre. » Ces derniers mois ont été un enfer. Brian était un fardeau. J'ai senti mon cœur se glacer. Les gens ont interrompu leur conversation silencieuse et nous ont regardés. Certains, comme Linda, la vieille amie d'enfance de Brian, se sont approchés, essayant de nous réconforter, mais j'avais du mal à respirer. Rachel fourra son téléphone dans son sac à main coûteux et dit « C'était mon mari, Frank, plus ton fils. Et maintenant, tout est à moi. » Elle se dirigea vers sa voiture, une BMW flamboyante que Brian lui avait offerte à Noël il y a 2 ans sans se retourner. Je me demandais si elle avait jamais vraiment aimé mon fils ou si sa maladie n'était qu'un retard dans ses projets. Tandis que les personnes en deuil partaient, je restais seul près de la tombe. Des souvenirs me submergeaient. Brian enfant, toujours en train d'inventer quelque chose dans notre vieux garage poussiéreux. « Papa, pourquoi tout le monde fait des maquettes d'avions argentés ?» demandait-il en brandissant un jet qu'il avait peint en bleu vif et jaune. « Je veux que le mien se démarque. » Il ne suivait jamais la foule. Ces années ont passé comme un éclair et la créativité obstinée de Brian l'a mené loin. Il a été admis à Stanford grâce à une bourse, a créé une application qui a fait fortuner, même après la mort de sa mère, il a toujours trouvé le temps de m'appeler le dimanche soir. Quand son application s'est vendue à des millions, il a fait tout le trajet jusqu'à chez moi, près de Dallas, s'est arrêté dans son vieux camion et m'a tendu une bouteille de champagne. « Tu prends ta retraite, papa, m'a-t-il dit, et je t'achète l'atelier de menuiserie dont tu as toujours rêvé. » Cet atelier de menuiserie est toujours là, derrière chez moi. Je n'ai pas beaucoup construit ces derniers temps. J'ai les mains raides et après la maladie de Brian, je n'ai fait que m'occuper de lui. Le pire jour de ma vie a été celui où il m'a appelé pour me dire « Papa, j'ai un cancer. Mais je vais me battre. » Stade 3, pancréas. Les médecins de l'hôpital méthodiste étaient bienveillants, mais nous connaissions tous les deux les risques. Rachel, au début, a joué l'épouse dévouée. Elle organisait des rendez-vous, se renseignait sur les traitements, me disait qu'elle contrôlait la situation. Mais au bout de quelques mois, elle a commencé à disparaître. « Je n'en peux plus », a-t-elle dit une nuit pendant que Brian dormait. « Fais-le, Frank. Il a besoin de quelqu'un de plus fort. » Cet été-là, je vivais dans leur chambre d'amis, préparant des repas que Brian pouvait avaler, l'aidant avec ses médicaments, regardant mon fils décliner de jour en jour. Rachel se plongeait dans ses affaires, mais en réalité, elle attendait, préparant sa fuite. Elle ignorait que Brian préparait aussi ses plans. Il rencontrait secrètement Tom Barker, l'avocat, pendant des heures. « Papa, m'a dit Brian un jour, ne t'inquiète pas pour l'avenir. Fais simplement confiance à Tom le moment venu. » Je lui ai dit de ne pas parler comme ça, mais il a juste souri. Je sais qu'il se soucie de moi. Le lendemain des funérailles, Rachel m'a dit que je devais quitter la maison. « Tu n'es pas sur l'acte de propriété. Brian t'a loué une chambre. Ce bail prend fin à son décès.
Elle m'a tendu un dossier contenant un contrat de location. Sa voix était glaciale. Dans un quart d'heure, où j'appelle la police pour violation de propriété. Debout sur les marches de la maison où j'avais pris soin de mon fils mourant, je fixais mes valises sur le porche. Elle me regardait faire mes valises, les bras croisés, comme si elle avait hâte de m'effacer. Je suis parti, 3 sacs à l'arrière de ma Buick cabossée, avec le sentiment d'avoir perdu non seulement mon fils, mais aussi ma maison, ma famille, tout. Ce soir-là, dans un motel bon marché près de Dallas, j'ai étalé les documents que Rachel m'avait donnés. Mes mains tremblaient de colère et de chagrin. J'ai trouvé la carte de Dom Barker dans mon portefeuille et je l'ai appelé. « Viens à mon bureau demain, m'a-t-il dit. Il y a des choses que tu dois savoir sur le testament de Brian. Il voulait que tu sois protégé. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Mais je me suis accroché à la dernière chose que Brian m'a dite. Papa, fais confiance à Tom. Je me suis assuré que tout irait bien. Et pour la première fois depuis les funérailles, un petit espoir tenace commença à grandir dans ma poitrine. J'ai passé 4 nuits dans ce motel délabré, le genre d'endroit où le café a un goût de vieux carton et où les murs sont si fins qu'on entend la télé du voisin toute la nuit. Chaque matin, je me réveillais au lever du soleil, contemplais l'autoroute du Texas et avais l'impression de me réveiller dans la vie de quelqu'un d'autre. Tout ce que je possédais tenait dans 3 valises et un carton de maquettes d'avion que Brian et moi avions construites ensemble. L'atelier de menuiserie qu'il m'avait acheté, tous mes outils, et même les photos de ma défunte épouse, tout cela était encore chez Rachel. Je me demandais si je reverrais un jour tout cela. La seule chose qui me tenait en haleine, c'étaient les mots de Brian, « Fais confiance à Tom ». Je me suis assuré que tout irait bien. Alors, le 5e matin, j'ai enfilé mon plus beau costume encore légèrement parfumé du cimetière et de l'eau de Cologne que j'avais porté au mariage de Brian et j'ai pris la route pour le bureau de Dom Barker. Le bâtiment était moderne, les vitres brillantes sous le soleil de Dallas, bien loin du vieux palais de justice en briques que je fréquentais à l'époque où j'étais ingénieur. Tom m'a accueilli d'une poignée de main ferme et avec cette gentillesse qu'on ne voit que chez quelqu'un qui respecte vraiment son fils. « Frank, je suis content que tu sois venu. Brian voulait que tout soit bien réglé. Tu auras besoin de café pour ça. » Il a versé une tasse d'une théière en argent qui semblait provenir d'un hôtel 5 étoiles. J'ai glissé le contrat de location sur la table. Rachel m'a mis à la porte le jour des funérailles. Elle dit que je n'étais qu'un locataire. Est-ce que c'est légal? Tom examina les papiers en fronçant les sourcils. C'est légal, Frank. Rachel avait techniquement le droit de résilier le bail. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Il poussa une lourde pile de documents devant moi. Brian était méthodique. Il prévoyait tous les scénarios, surtout celui où Rachel rendrait les choses difficiles. La lecture du testament était prévue pour vendredi à 14 heures. Rachel sera là avec son avocat, a dit Tom. Mais sachez que Brian a laissé des instructions pour d'autres témoins, Linda, de la famille, et son associé, Greg. Cela m'a fait me sentir un peu moins seul. J'ai passé les 2 jours suivants à arpenter la chambre du motel, usant l'affreuse moquette, l'esprit en proie à l'inquiétude. Et si Rachel avait raison? Et si la maladie de Brian l'avait rendu vulnérable? Le doute s'insinuait pendant les heures sombres, mais à chaque fois, je me souvenais de la vivacité de Brian, même durant ces dernières semaines. Vendredi, un vent violent est arrivé. J'ai remis mon costume et je suis allé au bureau. La salle de réunion de Tom était pleine d'énergie nerveuse, Rachel, en tailleur noir de créateur et bijoux coûteux, son avocate, une femme au visage de marbre, Greg, l'air anxieux et un peu déplacé dans son blazer trop grand, et Linda, serrant son sac à main à 2 mains. La voix de Rachel était forte et cassante. « Frank, tu n'as pas besoin d'être ici. Tout m'appartient en tant qu'épouse de Brian. La loi est claire. » Tom leva la main. « Lisons le testament. » Il lut le préambule juridique, et Rachel vibra de confiance tandis que la liste des biens lui parvenait, maison, voiture, compte bancaire. « Tu vois, siffla-t-elle.
Je te l'avais dit. Mais Tom ne s'est pas arrêté là. Il y a d'autres legs. Il tourna la page et lut « À mon père, Frank Reynolds, qui a pris soin de moi quand j'étais au plus bas, je lègue 50% des parts de Reynolds Innovations, y compris toutes les actions et les droits aux dividendes. » La salle se figea. L'avocate de Rachel laissa tomber son stylo. « Quoi? C'est impossible. » Le visage de Rachel s'est vidé de ses couleurs. Greg m'a regardé, les yeux écarquillés d'espoir. De plus, a poursuivi Tom, mon père recevra l'intégralité du contenu de l'atelier de menuiserie, tous les outils et la somme de 120 000 $ du fonds commémoratif. Rachel se leva d'un bond, sa chaise dérapant. C'est de la fraude. Il était malade, c'est de la manipulation. Elle se tourna vers Tom. Tu vas le regretter. Je contesterai tout devant le tribunal. La voix de Tom était calme mais ferme. Brian a posé une dernière condition. Si Rachel expulse Frank de la maison dans l'année suivant sa mort, tous les biens reviennent à Frank, la maison, les comptes, tout. Rachel avait l'air d'avoir reçu une gifle. Son avocate a balbutié quelque chose à propos d'abus d'influence, mais Tom s'est contenté de dire « Brian s'y attendait ». Il y a une déclaration vidéo. Frank, voulez-vous la regarder maintenant? J'ai hoché la tête, les mains tremblantes. Tom a installé un petit moniteur et a appuyé sur lecture. Le visage de Brian est apparu, décharné mais déterminé. Papa, si tu vois ça, c'est que Rachel a fait son choix. Je suis désolé que tu aies dû endurer ça. Mais je veux que tu sois en sécurité. Je veux que tu aies ce dont tu as besoin. Fais en bon usage. Et Rachel, si tu regardes, sache que l'amour sans gentillesse n'est pas de l'amour. Le silence emplit la pièce. Les yeux de Rachel se plissèrent de rage. Ce n'est pas fini. J'ai ressenti une vague d'émotions, le choc, le chagrin et une gratitude si profonde qu'elle m'a blessé. Mon fils m'avait protégé d'outre-tombe. Il avait vu la vérité sur Rachel, sur la loyauté et sur l'amour qui survit même à la mort. Dehors, le vent faisait trembler les vitres. Mais à l'intérieur, j'avais l'impression, pour la première fois depuis des semaines, que le sol sous mes pieds allait enfin se stabiliser. J'ai quitté le bureau de Tom Barker, l'esprit en ébullition et les mains encore tremblantes. La menace de Rachel, ce n'est pas fini, résonnait dans mes oreilles bien après être entré dans l'ascenseur. J'essayais de me convaincre que ce n'était que des fanfaronnades, la colère de quelqu'un à qui on avait finalement dit non. Mais je connaissais trop bien Rachel. Quand elle se sentait acculée, elle se déchaînait. En arrivant au parking, mon téléphone vibrait déjà d'appels d'un numéro inconnu. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, je suis retourné au motel, le cœur battant la chamade. Je suis resté assis un long moment dans le fauteuil délavé, à contempler le petit avion miniature que j'avais construit avec Brian. J'ai tracé les rayures bleues tordues avec mon pouce, repensant à tous les projets que nous avions faits ensemble, à tous les rêves inachevés. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Chaque fois que je fermais les yeux, j'entendais la voix de Rachel, tantôt suppliante, tantôt furieuse. Elle avait tout perdu, non pas à cause de moi, mais parce qu'elle avait révélé sa véritable identité. Malgré tout, je m'inquiétais. Elle avait de l'argent pour payer des avocats, et le combat n'était pas vraiment terminé. Mais pour la première fois depuis la mort de Brian, j'avais l'impression d'avoir un certain pouvoir, aussi infime fût-il. La semaine suivante fut un véritable tourbillon de paperasse et de rendez-vous. Tom m'appelait souvent pour me guider dans la cession des actions, les démarches administratives pour l'atelier de menuiserie, les comptes bancaires. Brian a vraiment pensé à tout, Frank, m'a-t-il dit un après-midi. Il a même créé une fiducie pour que tes frais juridiques soient couverts, même si Rachel fait traîner les choses. Pourquoi ferait-il tout ça, demandai-je. La voix de Tom était douce. Parce qu'il t'aimait. Et parce qu'il savait de quoi Rachel était capable. J'ai passé des heures avec Greg, l'associé de Brian, à passer en revue les activités de l'entreprise.
Brian a toujours dit que tu étais l'homme le plus pragmatique qu'il connaissait, m'a confié Greg en feuilletant des feuilles de calcul. Il voulait que tu contribues à l'intégrité de l'entreprise. Je sais que c'est beaucoup à assimiler, mais je suis content que ce soit toi. J'essayais de me concentrer sur mes affaires, mais en réalité, mes pensées revenaient sans cesse à mon fils. Partout où je regardais le sourire nerveux de Greg, les petites clés de menuiserie dans ma poche, je voyais les empreintes digitales de Brian. Cela me réconfortait et me brisait le cœur à la fois. Rachel, quant à elle, était sur le pied de guerre. Elle déposa une requête pour contester le testament et engagea l'un des avocats les plus agressifs de Dallas. Sa stratégie consistait à prétendre que Brian était mentalement inapte durant ces derniers mois. Le tribunal ordonna la production du dossier médical et Tom, toujours prêt, produisit des lettres de l'oncologue et de l'infirmière de l'hospice de Brian. M. Reynolds est resté sain d'esprit et a fait preuve de discernement dans toutes les décisions juridiques et professionnelles. Rachel a essayé une autre tactique, salir mon nom dans la presse locale. Elle a accordé une interview à un journaliste de télévision, se présentant comme la veuve endeuillée, spoliée de son héritage par un vieil homme intrigant. L'avoir parlé avec des larmes qu'elle n'avait jamais versées aux funérailles de Brian m'a retourné l'estomac. J'ai appelé Linda, l'amie de Brian depuis le lycée. Elle est désespérée, Frank, a dit Linda. Les gens qui connaissent la vérité te soutiendront. Je témoignerai si tu as besoin de moi. D'autres amis ont également pris contact avec moi, d'anciens collègues, des voisins et même l'ancien colocataire de Brian à l'université. La communauté se souvenait du comportement de Rachel pendant la maladie de Brian. Il se souvenait de son absence, de ses plaintes, de ses courses coûteuses pendant que Brian luttait pour sa vie. J'ai recueilli leurs témoignages et les ai transmis à Tom. La bataille juridique a duré des mois. Chaque audience apportait plus de stress, plus de paperasse, plus de reproches de la part de l'équipe de Rachel. Parfois, je me demandais si cela finirait un jour, si je me sentirais un jour à nouveau chez moi. Je passais mes nuits au motel et mes journées à jongler entre le tribunal et le bureau. Mais je n'étais pas seul. Linda passait souvent, apportant des repas faits maison et une conversation agréable. Greg est devenu un partenaire de travail stable, toujours à l'écoute. Même Tom a commencé à me sembler plus un ami qu'un avocat. Et au cœur de tout cela, il y avait la voix de Brian, sur de vieux messages vocaux, dans les lettres qu'il m'avait laissées et dans mes souvenirs. Par un froid matin de décembre, Tom a appelé pour annoncer la nouvelle. L'avocat de Rachel veut un arrangement à l'amiable, a-t-il dit. Ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner. Elle n'a plus d'argent, et le juge a statué que le testament était valide. Tu rentres chez toi, Frank. J'ai senti des larmes couler sur mes joues pour la première fois depuis des mois. Je suis rentré chez moi, ma maison, enfin, légalement. La pelouse était en désordre, la boîte aux lettres encombrée de lettres menaçantes et de factures impayées. Mais à l'intérieur, l'atelier m'attendait. Mes mains tremblaient en déverrouillant la porte et en voyant les outils de Brian, exactement comme il les avait laissés. La guerre était finie. Je pouvais enfin faire mon deuil en paix, entouré de l'amour que mon fils m'avait laissé. Le jour où je suis rentré dans cette maison, l'air du Texas semblait plus pur qu'il ne l'avait été depuis des mois. Il n'y avait plus personne, plus de Rachel à la porte, plus de menaces ni de documents juridiques. Juste le silence et le craquement du vieux plancher sous mes pieds. Je portais mes valises en moi, chaque muscle me faisait mal, mais le cœur enfin plus léger. J'errais de pièce en pièce, laissant les souvenirs me revenir, Brian enfant, courant dans le couloir, un avion miniature dans chaque main, l'écho de son rire dans le jardin, la photo de ma femme encore sur la cheminée. La poussière s'était déposée partout, mais la maison ne me semblait plus hostile. Elle semblait vide, certes, mais elle était enfin à moi. Ni un invité, ni un locataire. Juste un homme qui rentrait à la maison. La première chose que j'ai faite a été de visiter l'atelier. Il était tel que Brian l'avait laissé.
Il y avait des projets à moitié terminés sur l'établi, des copeaux de bois par terre et une note manuscrite collée au-dessus du porte-outils. « Rêve grand, papa. » Je suis resté là un long moment, respirant la sueur et me remémorant nos meilleurs jours, les samedis à construire des nichoirs, à discuter de la meilleure façon de réparer une planche voilée, Brian insistant sur le fait que « assez bien » n'était jamais suffisant. La douleur dans ma poitrine était à la fois une douleur et une fierté. La vie s'est installée dans une nouvelle routine. Je rencontrais Greg presque tous les matins. Ensemble, nous avons dirigé Reynolds Innovations pendant sa première année sans Brian. Nous étions parfois en désaccord, mais je savais que chaque décision que je prenais était dans l'intérêt de mon fils. Tom s'occupait des dernières formalités administratives et Linda me gardait les pieds sur terre, me rappelant constamment de manger, de me reposer, de vivre. Elle m'a dit un jour, « Brian serait fier, Frank. Il voudrait que tu profites de cette seconde chance. » Pendant un moment, le silence m'a semblé étrange. Plus de Rachel qui s'agitait dans la cuisine, plus d'infirmières de l'hospice qui entraient et sortaient, plus de dates d'audience qui me hantent. J'ai recommencé à cuisiner, comme ma femme le faisait autrefois, même si rien n'était aussi bon que son rôti braisé. Linda venait parfois dîner et, pour la première fois depuis des années, la maison s'est remplie de rires non forcés. Mais Rachel n'avait pas complètement disparu. Elle persistait dans des courriels furieux et quelques lettres de son avocat, mais elle était désormais impuissante. Le tribunal avait statué, toute contestation du testament était rejetée. Les mots du juge résonnaient à mes oreilles, les intentions du testateur étaient claires, les conditions parfaitement légales. La succession est réglée. Le quartier aussi semblait avoir changé. De vieux amis, qui avaient gardé leur distance pendant la bataille juridique, leur faisaient maintenant signe depuis leur porche ou passaient apporter des ragoûts et des tartes. Certains étaient simplement curieux, tout le monde aime les scandales, mais la plupart apportaient un soutien sincère. Ils avaient compris qui était Rachel et ce que Brian avait prévu. J'ai commencé à réfléchir à ce que j'allais faire de ma nouvelle vie. L'entreprise prospérait, mais je n'étais pas censé rester assis derrière un bureau toute la journée. Ma véritable joie résidait dans l'atelier. Je m'y suis investi à fond, fabriquant de tout, des petites voitures pour les enfants du voisin aux meubles sur mesure pour la cuisine de Greg. J'éprouvais de la satisfaction à travailler de mes mains, à créer quelque chose de solide et de durable, quelque chose qui ne trahirait ni ne décevrait. Un soir, alors que le soleil texan se couchait rose et or derrière le jardin, Linda m'a rejoint sur la véranda. Elle avait apporté de la limonade, et nous avons parlé de tout sauf du passé, de son jardin, des projets de Greg pour l'entreprise, de la façon dont le monde continue de tourner, même quand le nôtre s'est arrêté. « Tu sais, Frank, dit-elle, il est peut-être temps que tu fasses quelque chose pour toi. Voyage. Suis un cours. Fais toutes ces choses que tu as repoussées quand Brian était malade. » J'y ai longuement réfléchi après son départ. J'ai réalisé que, pour la première fois depuis des années, l'avenir n'était pas seulement quelque chose à subir. C'était quelque chose à planifier. Bien sûr, il y avait encore des nuits difficiles. Le deuil n'a pas de rythme. Certains soirs, je me retrouvais à la table de la cuisine avec un verre de whisky, le silence pour seule compagnie. Parfois, j'entendais la voix de Brian aussi réelle que mes souvenirs me rappelant de persévérer, de chercher le prochain projet. L'amour d'un fils ne s'estompe pas avec le temps, pas plus que la douleur de le perdre. Mais chaque fois que je prenais un marteau ou que je lissais une arête de pain, je sentais Brian tout près. Dans le vrombissement de la scie, dans l'odeur du bois, dans la lumière qui filtrait juste à travers la fenêtre, je construisais bien plus que des étagères ou des nichoirs. Je construisais mon retour à la vie. Maintenant que les turbulences juridiques sont derrière moi et que l'atelier fourmille de nouveaux projets, j'aurais dû être satisfait, voire heureux. Mais la vérité, c'est qu'après tant d'années passées comme mari et père, puis comme aidant et combattant, il est difficile de redevenir Frank. Chaque matin, je me levais tôt, un café à la main, et je regardais le soleil se lever par la fenêtre du jardin. Parfois, je ressentais la solitude aussi violemment que le vent du Texas. Mais la vie,
comme je l'avais appris, continue. Un matin, Greg a frappé à ma porte, une pile de papier sous le bras et le regard exalté. « Frank, je veux te montrer quelque chose », m'a-t-il dit en étalant des tableaux et des rapports sur la table de ma cuisine. Brian a laissé des mots à propos d'un fonds d'études, une bourse pour les jeunes qui veulent étudier l'ingénierie mais qui n'en ont pas les moyens. Je pense qu'on devrait le faire. L'idée m'a frappé de plein fouet. Le rêve de Brian avait toujours été d'aider les gens à construire leur avenir. Il avait vu comment l'éducation avait changé sa vie et la mienne. Nous avons discuté pendant des heures, élaborant un projet pour la bourse Reynolds, un programme permettant aux jeunes issus de la classe ouvrière d'aller à l'université, sans condition. Pour la première fois depuis les funérailles de Brian, j'ai ressenti une étincelle dans mon ventre, un but réel et nouveau. Linda a été la première à rejoindre notre petit comité, organisant des collectes de fonds et diffusant l'information. Rapidement, voisins et entreprises locales ont commencé à faire des dons. Même certaines personnes qui avaient autrefois soutenu Rachel ont rejoint le mouvement, désireuses de contribuer à une bonne cause. La bourse a été mentionnée dans le journal local et j'ai reçu une lettre d'une mère célibataire de Lubbock dont le fils voulait devenir ingénieur. « Merci d'avoir donné sa chance à mon fils », a-t-elle écrit. J'ai gardé cette lettre accrochée au-dessus de mon établi. Le travail me donnait une structure. Mes journées étaient bien remplies, réunions, séances de planification, appels téléphoniques avec le conseil d'administration de l'université. Mais mes soirées restaient consacrées à l'atelier. C'est là que je laissais mes pensées se poser, où le chagrin et l'espoir se mêlaient au bruit des scies et à l'odeur du cèdre. Parfois, Linda passait et nous partagions des histoires, sur fond de musique ancienne. Mais Rachel, fidèle à elle-même, ne pouvait pas abandonner. Elle trouva un nouvel avocat, envoya de nouvelles lettres de menaces et tenta même de rallier à sa cause d'anciens amis de la famille. Cette fois, cependant, ses paroles ne portèrent pas grand-chose. Trop de gens avaient vu son vrai visage pendant le procès. Même ces derniers soutiens se turent. Après le rejet de son dernier appel, Rachel m'a envoyé un simple courriel « Tu m'as volé mon avenir. Tu vas le regretter. » Je suis resté longtemps rivé à l'écran, sans ressentir rien. La colère avait disparu. Je n'éprouvais que de la pitié. Elle avait perdu non pas à cause de moi, mais parce qu'elle avait pris la cruauté pour de la force. Brian l'avait vu bien avant moi. Rachel ayant enfin quitté mon quotidien, la maison est redevenue un havre de paix. J'ai accueilli des voisins pour des barbecues dans le jardin et j'ai appris aux enfants du quartier à construire des nichoirs, comme Brian et moi l'avions fait autrefois. La famille de Greg venait dîner le dimanche, emplissant les pièces de rire et de l'odeur du poulet rôti. Même Linda a commencé à laisser ses gants de jardinage sur mon porche, promesse tacite de toujours revenir. Cet été-là, nous avons remis nos 3 premières bourses. Lors de la cérémonie, j'ai remis les chèques, les mains un peu moins fermes que le cœur. Chaque bénéficiaire avait une histoire, surmonté un deuil, cumulé 2 emplois, aidé à élever ses frères et sœurs. Chaque fois que je les regardais dans les yeux, je voyais un peu de l'esprit de Brian, curieux, déterminé, un brin têtu. Je leur ai serré la main, leur disant les mêmes mots que mon fils m'avait dit un jour, et de grandes ambitions. Ne laisse personne te dire ce que tu ne peux pas faire. Après la cérémonie, je me tenais dehors, sous le grand ciel du Texas, sentant enfin le poids des années s'alléger. Le monde m'avait tant pris, mais en retour, il m'avait offert une nouvelle famille et un but qui transcendait le chagrin. La douleur de la perte de Brian était toujours là, peut-être le serait-elle toujours, mais j'éprouvais aussi autre chose, de la gratitude. Pour le temps que nous avions partagé, pour les leçons apprises et pour la chance de les transmettre. Alors que le soleil baissait, projetant une lumière dorée sur la cour, j'ai réalisé que Brian était toujours là pour moi, dans chaque geste de gentillesse, chaque lueur d'espoir que j'ai contribué à construire. Et pour la première fois depuis longtemps, j'envisageais l'avenir avec une joie presque totale. Cet automne fut le plus paisible que j'avais connu depuis des années. Les jours rafraîchissaient, les feuilles du jardin devenaient craquantes et rouges, et l'atelier vibrait au rythme paisible des vieilles habitudes qui revenaient.
Mes mains, autrefois si habituées aux soucis et aux soucis, trouvaient désormais du réconfort dans la création, construire des étagères, restaurer de vieux meubles et, parfois, tard le soir, bricoler l'avion inachevé que Brian et moi avions commencé ensemble dans des jours meilleurs. La maison, autrefois un lieu de tristesse, s'est peu à peu transformée en un véritable foyer. Les enfants de Hurang dessinaient à la craie dans l'allée. Le rire de Linda résonnait par la fenêtre de la cuisine. Même des voisins que je n'avais pas vus depuis des années passaient me dire bonjour. La vie, à sa manière lente et obstinée, reprenait son cours. Le fonds de bourse a augmenté plus vite que nous ne l'avions prévu. Les lettres d'étudiants de tout le Texas, et même de quelques-uns de l'Oklahoma et de l'Arkansas, affluaient. Chacune d'elles me rappelait que l'influence de Brian dépassait largement ce que j'avais imaginé. À la table de notre cuisine, je lisais des histoires d'enfants qui travaillaient la nuit pour aider leur famille, de filles qui rêvaient de construire des ponts, de garçons qui voulaient inventer des choses pour rendre le monde meilleur. Je retrouvais Brian à chaque page, l'espoir tenace, la motivation inébranlable, la conviction que chacun pouvait construire quelque chose de durable, pourvu qu'on lui en donne la chance. Linda est devenue ma plus proche confidente. Certains soirs, nous nous asseyions sur la véranda pour discuter longtemps après le lever du soleil. Elle m'a raconté la perte de son mari, emporté par un cancer, les années sombres qui ont suivi, et comment l'amitié, et peut-être quelque chose de plus doux, l'a aidé à guérir. C'est étrange, Frank, m'a-t-elle dit un soir, sa main posée délicatement sur la mienne. Parfois, on pense que le monde en a fini avec nous. Mais on découvre ensuite qu'il nous reste encore un peu d'amour à donner. J'ignorais ce que l'avenir me réservait, mais j'étais reconnaissant de sa compagnie. Il n'y avait pas de grande romance, rien de précipité ni de désespéré. Juste deux vieilles amies qui apprenaient à nouveau à faire confiance au monde. Une soirée après l'autre. Bien sûr, Brian me manquait encore chaque jour. Certains matins, je me réveillais en m'attendant à entendre sa voix, m'appelant de l'atelier, me demandant de l'aide pour un projet ou des conseils de vie. D'autres fois, je me surprenais à prendre mon téléphone pour lui envoyer une photo ou une blague, et je me rappelais qu'il était parti. Le deuil est un étrange compagnon, parfois vif et insistant, parfois juste une douleur sourde dans les os. Mais la douleur s'est atténuée au fil des jours. L'amour est resté. Un jour, j'ai reçu un appel de l'université de Stanford. Une jeune femme nommée Mia, première boursière Reynolds, tenait à me remercier personnellement. Elle était étudiante en génie mécanique et venait de créer un club de robotique grâce à la bourse. « Je ne serai pas là sans Brian », m'a-t-elle dit au téléphone, la voix pleine d'espoir. Un jour, je veux aussi aider les enfants comme moi. Après avoir raccroché, je suis resté un long moment dans l'atelier, à contempler l'avion violet et or que Brian et moi n'avions jamais terminé. Cet après-midi-là, je me suis mis au travail, ponçage, collage, peinture, comme nous l'avions fait des années auparavant. Je ne me suis pas précipité. J'ai laissé les souvenirs venir et repartir à leur guise. J'ai écouté de vieilles chansons country et le murmure du vent dans les arbres. Alors que la dernière couche séchait, j'ai réalisé quelque chose, c'était ce que Brian avait toujours voulu. Non seulement que je survive, mais que je reconstruise. Que je perpétue l'amour, pas seulement les souvenirs. Thanksgiving est arrivé et la maison était pleine. Linda avait apporté la tarte, Greg avait amené sa famille, et même les premiers boursiers se sont joints à nous pour le dîner. La cuisine bourdonnait d'activité. Nous avons mangé, ri et porté un toast à nos amis absents, aux rêves accomplis et au nouveau départ. Ce soir-là, après le départ de tous, je suis sorti dans la fraîcheur de l'obscurité, le vieux modèle réduit d'avion à la main. Je l'ai tenu devant la lumière du porche, regardant les couleurs briller, et j'ai murmuré « On a réussi, fiston. On a réussi. » Et pour la première fois depuis longtemps, je ne me suis pas senti seul. L'hiver s'installa sur Dallas dans un doux silence, celui qui apaise les vieilles blessures et invite à la réflexion. La maison, autrefois chargée de chagrin, vibrait désormais au rythme paisible de nouvelles routines, matinée avec un café frais, après-midi à l'atelier,
soirées remplies d'amitié et de souvenirs. Mon cœur, autrefois si à vif, trouvait du réconfort dans ces petits rituels, dans le retour progressif de l'espoir. Le fonds de bourse a connu une croissance dépassant tout ce que Brian et moi avions imaginé. À Noël, nous avions aidé une douzaine d'étudiants à entrer à l'université, chacun nous écrivant pour exprimer sa gratitude et nous faire part de ses réussites. L'un était déjà en stage dans une entreprise aérospatiale, un autre avait été admis en master au MIT. Leurs victoires sont devenues les miennes et j'ai ressenti une sorte de fierté paternelle dans chaque accomplissement. Chaque enveloppe, chaque appel téléphonique me donnait l'impression que Brian tendait la main à travers le temps, preuve que l'amour laisse une trace qu'aucune amertume ne peut effacer. Linda est devenue un élément incontournable de ma vie. Nous partagions des joies simples, une promenade au parc, l'entretien du jardin d'hiver, des rires devant de vieilles photos. Point n'était besoin de grandes déclarations. La compagnie, j'avais appris, était aussi salutaire qu'un remède. Tu sais, Frank, m'a-t-elle dit un après-midi enneigé, parfois, le plus bel amour est celui qu'on construit tranquillement, brique par brique. Nous avions prévu une petite réunion pour les fêtes, la première depuis des années. Greg avait amené sa famille, les boursiers étaient arrivés avec leurs anecdotes et la maison rayonnait d'une chaleur que je croyais perdue à jamais. Après le dîner, je suis resté près de l'ancien atelier de menuiserie, à regarder les plus jeunes courir dans le jardin avec des rabots faits main, chacun peint de couleurs vives et résistantes, comme Brian l'aurait fait. Plus tard dans la soirée, alors que les derniers invités partaient, Mia, notre première boursière Reynolds, s'attardait sur le porche. Elle me tendit une carte à l'intérieur de laquelle était écrit « Merci d'avoir cru en moi avant que je croie en moi-même. J'espère que vous et Brian serez fiers. » J'ai senti des larmes me monter aux yeux, mais cette fois, elles étaient douces, pas amères. Au début de la nouvelle année, je me suis souvenu de tout ce qui s'était passé, la perte, la trahison, la longue bataille juridique, les bénédictions inattendues. J'ai réalisé que même les blessures les plus profondes pouvaient devenir les germes de quelque chose de beau si on les soignait avec patience, foi et un peu d'amour obstiné. Un après-midi, alors que l'hiver laissait place aux premiers signes du printemps, j'ai emmené le modèle réduit d'avion, celui violet et or que Brian et moi n'avions jamais terminé, dans le jardin. Le ciel était clair, l'air vif mais prometteur. Les mains tremblantes, j'ai effectué une dernière vérification, puis je l'ai laissé voler. Le petit avion a pris de l'altitude, captant parfaitement la lumière, et a viré de bord d'une manière qui aurait fait sourire Brian jusqu'aux oreilles. Linda applaudissait depuis le porche, les enfants de Greg acclamaient, et pendant un instant, je jurerais avoir presque entendu le rire de Brian porté par le vent. J'ai regardé l'avion atterrir en douceur parmi les fleurs sauvages. Ce soir-là, assis à la table de la cuisine, j'écrivais une lettre à moi-même, une tradition que j'avais instaurée pour garder une trace de ce qui comptait le plus. J'y parlais du cheminement du deuil à la gratitude, du pouvoir du pardon et de la force tranquille de la communauté. J'écrivais sur Brian, sur Linda, sur les enfants dont la vie allait être transformée par la bourse dans les années à venir. Et je me promettais de continuer à construire, de continuer à rêver, de continuer à aimer, même si le monde semblait incertain. Avec le recul, j'ai compris que le plus beau cadeau de Brian n'était ni l'argent, ni la compagnie, ni même la maison. C'était la leçon que la famille est fondée sur la gentillesse et que le véritable héritage n'est pas ce qu'on laisse derrière soi, mais ce qu'on crée. Quand j'ai terminé la lettre, je l'ai placée à côté de la vieille photo de Brian et moi dans l'atelier, tous deux rayonnants, les mains couvertes de peinture et de colle. La douleur était toujours là, mais une paix que j'ignorais était également présente. Le monde extérieur était calme, le ciel étoilé. Je me suis levé, je me suis étiré et je suis sorti sur le porche pour respirer une dernière bouffée d'air frais nocturne. Merci, mon fils, ai-je murmuré au vent, de m'avoir appris que la vie vaut toujours la peine d'être vécue et aimée, peu importe à quel point elle est difficile. Et sur ce, j'ai éteint la lumière du porche, j'ai fermé la porte derrière moi et je suis rentré chez moi, prêt, enfin, pour ce qui allait suivre.